toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec le conseiller du président français Nicolas Sarkozy, Monsieur Dahman Abdelrahman. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour à tous les auditeurs, à tous les musulmans ce vendredi. Jumu'ah Mubaraka alaikum. Amin ya Rabbi Amin. Merci infiniment, Monsieur Dahman Abdelrahman, d'avoir accepté cette invitation dans un moment où l'islam de France, ou en France, hein, chacun comme il veut l'appeler, l'islam en France vit des périodes dures, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup de marchandage aussi, et comme vous l'avez participé à maintes reprises dans cette émission, vous avez parlé, évidemment, mis à part l'actualité algérienne ou l'actualité politique française, vous avez parlé de ce dossier épineux, l'islam en France. Vous êtes parmi ceux qui défendent l'islam démocratique. De quoi il s'agit? Écoutez, il s'agit simplement de l'islam tout court. Il n'y a ni islam de France, ni islam du Maroc, ni d'Algérie. C'est un islam mondial qui a besoin de fidèles dignes. Et j'ai toujours défendu, et vous vous rappelez, lorsqu'on a voulu insulter les musulmans, j'ai répondu tout de suite à Copé, ce que je pensais, je l'ai fait régulièrement. Alors qu'aucun autre n'a osé lui répondre à l'époque où il pensait que des musulmans, des enfants musulmans volaient des pains au chocolat aux autres enfants, et j'ai trouvé que ça c'est une attitude anti-musulmane et que je l'ai remis à sa place, quitte à être licencié par Sarkozy. Monsieur Dahman Abdelrahman, on a évoqué à maintes reprises cette notion de l'islam, bien entendu, et comme vous l'avez pu constater, vous étiez parmi les premiers à dénoncer tous ces soi-disant représentants musulmans de l'islam de France en France, soit auprès de CFCM, soit auprès de la GMP, soit dans d'autres organisations qui disent « nous défendons l'islam ». Mais si on prend un petit peu de recul par rapport à l'agitation de ces personnes, l'islam était tranquille au départ. Mais l'islam a toujours été calme, serein et démocrate. Je vais vous dire une chose. Oui. C'est que, l'islam de France n'a jamais posé de problème. La preuve, ces musulmans qui connaissent la France ont payé de leur vie pour la défendre en 14-18. Lorsque vous regardez l'histoire et lorsque vous allez à Verdun et vous voyez que 80 000 tombes musulmanes sont dans ce cimetière de ceux qui ont combattu en 14-18, n'en parlons pas de ceux qui sont partis de Monte Cassino. Ils sont passés par d'abord les Marocains ont libéré la Corse. Et les gens semblent l'oublier. Après, ils sont partis de Monte Cassino jusqu'à Berlin. Ils ont fait la razzia contre les nazis. Et ils ont gagné contre Hitler et contre tout le truc. Et ils ont défendu la démocratie, ils ont défendu toutes les religions, y compris les juifs, nos frères juifs. S'il n'y avait pas eu cette campagne de Monte Cassino à Berlin, les nazis étaient installés en France. Et les gens ne l'oublient. Et ils oublient que Pétain lui-même a collaboré avec les nazis. Et nos frères juifs doivent le savoir, doivent mettre ça en tête et dans leur Bible. Alors, c'est ça qu'il faut savoir. Il faut d'abord, dire aux gens qui s'attaquent aux musulmans, les musulmans doivent leur dire
s'il vous plaît, où étiez-vous lorsque les nazis, Hitler, étaient en train de vous laminer? Qui est venu à Monte Cassino pour venir vous libérer? C'est les musulmans. Et que ce soit en 14-18, que ce soit en 39-45. Alors maintenant, l'islam aujourd'hui est une marchandise que les gens se revoient. Lorsque vous voyez que, par exemple, je donne un exemple type dans lequel je vomis lorsqu'on me parle que quelqu'un vient de se faire nommer recteur de la mosquée de Paris. Cette mosquée a été construite en 1924 par le roi du Maroc de l'époque et tous les musulmans algériens, tunisiens, marocains ont participé à la construction de la mosquée de Paris. Et qu'un individu vient de se proclamer recteur, qui n'a aucune connaissance ni de l'islam, ni de l'histoire de son propre pays. C'est un type qui s'est fait nommer recteur, qui ne sait pas parler ni l'arabe, ni rien de l'islam, il ne connaît rien de l'islam. Et il se dit avocat. Il a été avocat de l'ambassade d'Algérie, des consulats et des magouilles du pouvoir algérien ici. Et le voilà maintenant recteur de la mosquée de Paris, où il y a quand même 6000 individus qui tous les vendredis, comme aujourd'hui, viennent pour prier pour un truc. Et quand vous circulez dans la mosquée de Paris, vous voyez les toilettes dans un état lamentable. Il n'y a pas un seul lieu propre. Et ce monsieur, il se paye sur l'argent du halal et que l'Algérie n'a même pas la dignité de se dire mais qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes quand même ici dans ce pays 8 millions d'Algériens musulmans, démocrates, qui ne posent aucun problème à la République, ni à la laïcité, ni à quelque chose. Chacun est chez soi tranquillement, qu'à voir les musulmans aussi bien de Lyon, de Marseille ou de Paris, et ils ne s'occupent pas des autres, ils s'occupent de leur fête. C'est vrai, quand il y a la fête l'Aïd, ils sont présents, quand il y a le mois de Ramadan, ils sont présents, mais sans problème. Ils ne posent aucun problème, ni à la nation, ni à la population. Et même la population proche sont heureux de vivre à côté de ces musulmans, de partager le couscous, la harira, le mois de Ramadan, l'Aïd, pour les brochettes, les brochuis, etc. Même Marine Le Pen ne s'attaque qu'aux extrémistes. Elle n'a jamais tiré sur le musulman. Elle les connaît, ils la connaissent, et la preuve, vous n'avez qu'à voir quand elle parle des extrémistes. Bon, c'est vrai qu'il y a une certaine racaille, que finalement cette racaille, nous la connaissons nous, en tant que musulmans. Si un pays qui a payé lourd, très lourd, 290 000 musulmans ont été tués pendant 10 ans par le GIA. Le GIA, c'est quoi? C'est la branche extrémiste des musulmans. Eh bien, il y a 290 000 morts. Et il faut voir ce qu'ont payé les musulmans ont même été victimes, pas des musulmans, c'est des criminels. Alors, donc, ce qui est important, c'est que c'est dommage que les musulmans, ils sont quand même 12 à 13 millions. Rien qu'en tant qu'Algériens, il y a à peu près 6 millions de franco-algériens qui sont musulmans, qui ont construit des mosquées, aussi bien à Lyon qu'à Marseille, qu'à Montpellier, Toulouse, à Paris,
les banlieues parisiennes, il y a pas mal de mosquées qui sont construites par des musulmans, avec l'argent des fidèles. Hein. C'est même pas l'argent ni des Saoudiens ni des personnes. Alors, je pense qu'à mon avis, il faut que cette communauté se rassemble. Lorsque j'apprends hier, qu'est-ce qu'il a à voir, lui, Macron, qui n'a ni religion ni rien, au lieu de s'occuper des problèmes des Français, musulmans ou pas, du chômage, des difficultés de la vie. Il y a des Français qui n'arrivent pas à avoir un bout de pain le soir. Et heureusement qu'il y a le secours populaire, heureusement qu'il y a le secours même musulman. Il y a différentes associations qui aident les gens pauvres pour vivre, même pas pour manger. Alors, au lieu de s'occuper de ça, il va s'occuper du Conseil national des imbéciles. Ça veut dire quoi le Conseil national des imbéciles? Il nous a créé depuis hier une charte du Conseil national des imams. Et vous les appelez le Conseil national des imbéciles? Des imams, des imbéciles. Alors voilà un président de la République qui nous donne, lui, qui n'a en tête ni religion, ni même rien. Il est laïque, oui. Dans sa vie. Oui. Et M. Macron crée le CNI, Conseil national des imams. C'est comme si il n'y a pas, comme si nous avons des imams. Et nous avons des gens partout qui ont construit des endroits, aussi bien à Lyon, je pense à Gassi, à Kamel Raptan, et à d'autres qui sont capables de créer un Conseil national des imams. Puisque même sur Lyon, je te rappelle qu'ils ont créé des structures où il y a des religieux, départementales, oui, c'est vrai. Départementales, que ce soit Gassi, que ce soit Kamel Raptan. Il y a des gens sortis de grandes écoles théologiques venant du Maroc, venant d'Algérie, de Tunisie, et qui peuvent s'occuper de l'imama, puisqu'on parle... Abdelrahman, je reviens toujours à la charge par rapport à cette notion de l'islam démocratique. Croyez-vous que ces gens qui se disent « nous représentons l'islam de France à travers une institution quelconque », soit CFCM, soit la Grande Mosquée de Paris, soit d'autres qui disent l'UEF et bien d'autres. Et on voit qu'il y a une guerre acharnée pour le pouvoir. On le voit dans les médias, on le voit à travers des actions par-ci par-là. Est-ce que ce n'est pas là où il y a le mal de l'islam? Comme il a dit, la crise de l'islam, M. Macron, la crise de l'islam, il est ici en France à travers ces gens qui se disent représentants de l'islam ici en France. Alors, écoute bien une chose. Celui qui te raconte ça, par exemple, lorsque je vais te dire que j'ai assisté, celui qui a créé le CFCM, ça a été à la place Beauvau. En bas, à la place Beauvau, c'était Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui a pris la décision de créer le CFCM. Je lui dis, écoute, il était fou furieux. Et il me dit, vous savez qui vous parlez? Je lui dis, un citoyen. Ministre ou président, tu es un citoyen, tu es critiquable et si tu fais des conneries, ben les gens doivent te dire ce qu'ils pensent. Il a créé le CFCM. Alors, dans l'idée, il voulait gérer ce truc, il a mis un Marocain, un Algérien, un Tunisien, un Turc. J'étais là, je dis, ben, vous savez, je comprends pas. Et les musulmans sont assez grands. Il y avait avec moi Mamoun Abdelali, qui était imam, un jeune imam de ici, du Molino. Et il dit, mais de quoi tu te mêles? Mêle-toi à d'autres affaires. Toi-même, tu es d'origine chrétienne, va voir ce qui se passe chez les chrétiens et tu vois ce que tu peux régler. Mais laisse les musulmans tranquilles. Non, il a créé ça. C'était dans l'idée
coloniale, c'est-à-dire comment je vais les gérer. Comment je vais gérer et me faire passer pour... D'abord, ils ont créé le CFCM. Si tu veux, ce CFCM, je l'ai vu comment il l'a créé, j'étais là, je lui ai dit non, j'ai dit non. Tous les petits imbéciles se sont tout de suite partis vite. Ils ont accepté, dont le recteur de la mosquée de Paris, un type qui ne connaissait ni l'arabe ni l'islam, il se proclamait franc-maçon tout le temps, régulier. Parce que le jour où il est arrivé en France, c'est Guy Mollet qui a fait venir son père et lui en France, et il a pourchassé un musulman qui était proche du FLN à l'époque, qui se battait pour l'indépendance. Et bien ils l'ont installé, Guy Mollet les a installés à la mosquée de Paris. Parce que la mosquée de Paris est entre les mains du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, lui, qui s'appelle Belil Boubekar, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne connaissait ni l'arabe, ni l'islam, ni il faisait une prière, même pas une prière. Il ne la faisait pas. Il touchait de l'argent d'un pouvoir pourri d'Algérie de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros annuels pour payer les imams qu'il y a autour de lui. Il était là, il avait un très bon un chauffeur à sa disposition, une voiture, Mercedes, et un salaire, un secrétariat et tout. Et il y avait des imams sur place qui, les pauvres, crevaient de la dalle. Ils n'avaient même pas l'équivalent de 600 francs. Alors vous voyez le problème où il est. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Ils ont mis un ancien avocat, c'est avocat de l'ambassade d'Algérie, un avocat qui était au service de la police et qui actuellement s'est installé avec par le biais, avec une espèce de terroriste connu, dénoncé par les services et tout, et qui est là parce que c'est un membre de la police algérienne. Alors, et voilà ce bonhomme, ancien avocat, qui arrive et qui se proclame recteur de la mosquée de Paris. Il ne connaît pas un mot d'arabe, ni rien. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà l'islam, grosso modo, qui est représenté. Le CFCM, créé par Sarkozy. Comme si les musulmans n'avaient pas d'intellectuels. Moi, j'ai connu Arcoud, j'ai connu pas mal d'intellectuels qui sont là et que tu connais comme moi et qui sont capables de faire des choses bien et de parler d'un islam réellement démocratique, un islam intégré. Alors on met recteur de la mosquée de Paris un homme qui, dans le Figaro, s'est félicité des caricatures. Et il a défendu les caricatures. Alors tu sais, je te dis franchement, ça, sincèrement, c'est aussi les musulmans, c'est à eux de se mobiliser, hein, je te dis tout de suite. S'ils ne se mobilisent pas, moi quand j'ai mis fin aux propos tenus par Copé et compagnie, j'ai été licencié par Sarkozy, tout de suite. J'étais conseiller, et il a mis fin à mon directeur. Je lui ai répondu dans un journal, à l'époque, c'était Nice Matin. J'ai dit, c'est fini pour toi, tu ne seras jamais plus président. Et si tu crois en essayant de casser les musulmans, je ne sais pas pour quelle mesure. Et puis en plus de ça, qu'est-ce que tu veux, qui vient de serrer les pompes. Monsieur Ahmed Abdelrahman, si vous le permettez, avant d'aller plus loin, parce que il y a beaucoup de que vous avez évoqué quand même, hein. Ce n'est pas un seul point, et ça, chaque point mérite vraiment une réflexion assez particulière. Le fait qu'il y a
Vous savez, ce matin, j'ai eu une information, donc il y a M. Tariq Obrouk, que vous connaissez certainement, a passé chez France Info, a dénoncé, hein, d'une manière bien sûr académique, cette notion de labellisation des imams de France. Il a dit, les imams de France, ce ne sont pas de la viande halal à labelliser. Oui, ça je l'ai dit bien avant. Alors, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces imams avec une population où il y a un divorce assez important avec la base? Attends, pour être imam, à une époque, il venait, il y avait pas d'imam, il y avait des tolba, talib. Talib, il n'a jamais été imam, c'est un type qui a le Coran. C'est ça. Et il venait pour apprendre aux gens le Coran, l'islam, mais il ne leur apprenait pas l'imama. Non. L'imam, c'est autre chose. C'est une grande truc, c'est ceux qui font les prières du vendredi, et des vendredis, et des choses dans les mosquées assez intéressantes. Il y avait le soir à l'époque, il y avait une part le vendredi qui était organisée par l'imam, mais il y avait le soir et les autres jours ou alors c'était des rendez-vous autour d'un couscous pour les pauvres, etc. L'imam il faisait sa petite sa leçon sur l'islam, etc. Ça c'est autre chose. Je lisais hier Ségolène dans une vidéo super. Ségolène qui a condamné les caricatures tout de suite. C'est un non-respect des musulmans. Tout de suite. Elle l'a dit, elle l'a fait. Et bien j'espère que les musulmans savent écouter et savent faire un choix. Ce Conseil national des incultes, à quoi il sert? Il veut s'en servir il veut mettre encore des tocards comme celui qui est actuellement recteur de la mosquée de Paris. Tocard. Je l'ai connu avocat à l'ambassade. Il était l'avocat des services algériens. De ce qu'on appelle la DRS. C'est les pires criminels que l'Algérie a eu entre les mains. C'est ces fameux colonels et généraux du crime. Voilà, ce bonhomme, il était à leur service. Et voilà qu'on le mène pour surveiller les musulmans qui viennent à la mosquée de Paris. C'est ça le problème. Vous avez évoqué cette relation entre la rectorat de la GMP et les services algériens, notamment le DRS. Vous étiez parmi les premiers, comme d'autres, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, comme d'autres personnes qui ont dénoncé cette relation, qui ont dénoncé cette mainmise quelque part sur la GMP, et surtout cette relation entre le rectorat et cette branche. Vous étiez aussi parmi les premiers qui a dénoncé des noms sur un niveau très élevé pendant les dernières périodes de M. Bouteflika. Je ne sais pas s'il est encore vivant ou pas. Et vous avez dit... libérer son frère. Comment? Il a été son frère, oui. Saïd, c'est lui qui faisait le plus grand mal, oui. A été condamné à 15 ans de prison et depuis hier il est libéré. J'ai l'impression, étant donné que, je vais te dire une chose, il se trouve que l'actuel président est mourant à Berlin, le Tebboune. Tebboune, je peux te dire, je peux aussi te dire, c'est un cousin à moi. Oui. Il est né dans le même village que moi, à Mchria. Je l'ai connu à l'époque où il était ministre de l'Habitat. Bon, il a été mis en place un 12 décembre par un général criminel qui s'appelle Gaïd Salah. Il l'a imposé à tous les Algériens le 12 décembre. Et les gens, sans voter, il a été nommé président. Sauf qu'il n'a pas su. Il n'a pas su parce qu'il est sous la coupe des militaires. Quand tu es sous la coupe des militaires, tu ne feras rien du tout. Alors, il est aujourd'hui à Berlin, il a eu le corona,
Et on dit même qu'il a eu un AVC. Il était à Bonn, et puis il est parti à Berlin. Il n'est toujours pas rentré d'Algérie, il n'a toujours pas de président. Enfin, il vaut mieux qu'il n'ait pas de président que d'avoir un président comme celui-là. Alors donc, si tu veux, les gens ne sont pas au courant, mais ce monsieur, il est malade, il a eu le corona. D'ailleurs, il est parti à Bonn, ils n'ont pas réussi à le soigner, ben ils l'ont envoyé à Berlin. Alors que je peux te dire une chose, hier j'ai vu une vidéo d'un jeune qui me l'a envoyé au cimetière de l'Alia. Il faut voir ces centaines de gens qui meurent en Algérie du corona. Il faut voir. C'est dramatique. Alors pendant ce temps-là, au lieu de voir comment faire pour sauver le peuple, eh ben, là, ils sont occupés d'un président mourant. J'ai entendu aussi à la presse comme quoi il y avait aussi l'ancien patron de DRS, M. Tawfir, et Derdak aussi. Ils ont été libérés en attendant un nouveau procès. Mais je pense qu'il ne se fera pas le procès. Et comment vous expliquez cette situation, M. Dahman Abdelrahman? Et parce que, je vais te dire une chose, donc, les gens qui ont pris le pouvoir n'ont pas la connaissance ni l'étoffe. Ce n'est pas des gens comme Boumediene, ce n'est pas comme Chadli que j'ai connu très très bien. Et c'est des gens qui ont pris le pouvoir sans savoir que c'est. Ils l'ont pris parce qu'ils ont la soif de la corruption et du vol. Ils ne peuvent pas changer le pays. Et ils ne pourront rien faire de bien. Alors donc si tu veux, Tartak est celui qui dirigeait le pays au niveau de la DRS. Tout faire la même chose, il était comme patron des patrons. Bon, ils les ont libérés parce qu'ils ne peuvent pas les garder longtemps. Surtout, ils ne peuvent pas les garder. Et pour quelle raison? Parce qu'ils ont, un type comme Tartak, il a placé des agents partout. Sur 43 wilaya, il avait des hommes à lui. Dans toutes les administrations. Tu ne pouvais pas en Algérie être commissaire ou là, être sous-préfet ou préfet sans la volonté de Tartak ou sans la volonté de tout faire. Tu ne pouvais pas. Parce que au gouvernement ne prenait aucune décision tant qu'il n'y avait pas la fiche signée par Tartak ou par le DRS, ce que j'appelle les DRS. Bah, écoutez, puisque vous avez parlé, tout le monde en parle, hein, comme quoi il y avait un soutien réel de DRS à ceux qui dirigeaient, hein, et peut-être ceux qui dirigent actuellement le rectorat de la Grande Mosquée de Paris. Donc, les choses sont ficelées, autrement dit. Donc, ça continuera comme auparavant. Mais c'est normal, regarde. Le problème est le suivant. Les musulmans, ils ne bougent pas, ils auront toujours des tocards à leur tête. Hada Shamsuddin, c'est un avocat. Il était avocat du consulat, avocat de l'ambassade et avocat de la mosquée. Et vous le voilà maintenant recteur de la mosquée. Alors, il court le président de la République française et il le reçoit, ce gars-là. De quoi? Il ne représente pas les musulmans, M. Shamsuddin. Il représente le DRS. Il est l'agent del service algérien. D'accord? Il y a en France, la place Beauvau, il y a le ministère des Affaires étrangères, qui peut avoir des très bonnes relations avec l'Algérie. Ils n'ont pas besoin d'un recteur, ils n'ont pas besoin d'eux. Alors, et ce bonhomme-là, tac, à peine il est devenu recteur, off. Il y a M. Macron qui le reçoit.
Non, mais il y a d'autres personnalités. Il y a des personnalités françaises. Mais il a reçu aussi Ghalib Benchir. Est-ce que Ghalib Benchir est un vrai recteur? Ghalib Benchir, j'ai connu son père. Son père, c'est autre chose. Entre Ghalib et son père, il y a un monde. Il y a l'Atlantique. Ghalib Benchir, il se contente de se regarder à travers la fondation. Il a un budget, il le couvre. Mais Ghalib Benchir, que je connais très bien, bon, en dehors de l'émission islamique là, sur le dimanche qu'il faisait, Ghalib Benchir a un objectif dans sa tête, c'est qu'il veut être recteur de la mosquée de Paris. Il veut remplacer son père. Mais il n'a pas ni l'étoffe ni les moyens. Qu'un type comme lui, qui soit disant, même quand il parle, il faut prendre les dictionnaires pour le suivre. Personne ne comprend les... Alors, quand on parle aux musulmans, il faut parler leur langue. Ce bonhomme-là, il a en tête ça. Alors, il est à la tête d'une fondation. Il a fait une rencontre au Sénat. Il a eu de l'argent, il a pu le faire. Et tout ce qu'il veut, c'est être recteur. Mais il y a un conflit réel entre lui et Hafiz, hein? Mais même, il n'a pas l'étoffe. Monsieur Ghalib Benchir, il n'a qu'à faire comme un vrai leader, c'est de rassembler autour de lui des jeunes démocrates musulmans qui n'ont pas besoin et qu'il leur parle leur langue, qu'il les rassemble, qu'il les rencontre, qu'il fasse la banlieue. Il n'a jamais mis les pieds en Seine-Saint-Denis. Moi, je connais les banlieues, j'y vais, j'ai fait le tour de toutes les banlieues. Ouais, d'abord en tant qu'inspecteur général de l'éducation nationale, et j'ai vu les jeunes, j'ai discuté dans les écoles, dans les académies, partout. Il se dit, Ghalib Benchir, mais il est quoi? Il est imam, il ne l'est pas. Il a une fondation, il a de l'argent, il touche de l'argent, c'est tout. Mais maintenant, lui, il veut être à la mosquée de Paris. Et non, mon petit, ton père est parti il y a longtemps, Bayrahmo, c'était une grande figure que je connaissais puisque j'étais un proche. Mais M. Ghalib Benchir, il peut courir, il n'aura rien du tout. C'est quoi la raison? Mais pour une raison très simple, il a une fondation et il n'a pas la bénédiction des DRS, des services algériens. Donc, pour avoir accès au rectorat, il faut avoir la bénédiction des DRS algériens. Simple. Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Il faut être au service des services. Au service des services. Ah oui. Une dernière question, si vous le permettez, parce que, vous savez, avec vous, vous avez un avantage. Un avantage parce que vous avez une vision transversale de tout ce qui est en train de se passer actuellement, et notamment soit dans les pays du Maghreb, soit sur les dossiers des cultes, soit il y a beaucoup de choses. Hein. Donc vous avez fréquenté des présidents des républiques, vous avez fréquenté beaucoup de monde. Et j'ai deux questions, et si vous le permettez, avant de conclure. La première question, comment vous voyez cette ingérence que tout le monde en parle, hein, sur le plan notamment financier, des Émirats arabes unis et des Qataris, ici sur le sol français? Ils ont quoi comme influence? Ils ont une seule influence. Ils ont les moyens financiers et ils donnent à des mosquées qui leur appartiennent, hein, attention. Lorsqu'ils donnent, lorsqu'ils investissent de l'argent sur une mosquée ou vers quelqu'un, ils sont propriétaires. Alors, ils ont de l'argent. Alors,
eux, c'est une lutte entre les Émirats et l'Arabie Saoudite, qui va chapeauter le plus les musulmans. Bon. Alors les Émirats, les Émirats, ils font des coups d'État dans tous les pays musulmans. Ils payent et prennent le pouvoir. En Algérie, ils ont payé. Ils ont payé des gens partout, construire des mosquées, des imams à leurs potes. Ils gagnent de l'argent. Ils ont des milliards. Ils les dépensent pour pouvoir avoir des gens. Il n'y a aucun pouvoir algérien, et y compris, écoute, je te donne un exemple, peu de gens dont on parle. Quand tu prends un type général, chef d'état-major de l'armée qui s'appelle Keït Salah, qui avait des millions, il percevait des millions d'argent, et que ses enfants vivent à Paris et habitent les Champs-Élysées. Voilà. Et il recevait d'où de l'argent? Des Émirats. Il donnait de l'argent, il a des comptes bancaires, il a sa fille, elle vivait à Londres, royalement, et tout, etc. Bon, les Émirats ont toujours payé les gens qui sont au pouvoir. Tu prends par exemple au Maroc, ils ont des châteaux, qu'ils ont construits, qu'ils ont achetés, ils ont des banques. Ben, sont implantés partout dans les pays du monde arabe, ça c'est sûr et certain. Voilà. Mais surtout ici, et moi, ce qui m'intéresse, monsieur Abdelrahman, cette ingérence sur les mosquées ici, sur l'islam de France, en priorité. Mais s'ils payent, tu crois que le petit tocard là qui est maintenant recteur n'a pas pris de l'argent chez eux? Tu te trompes. Ils n'ont pas besoin de courir, c'est eux qui vont vers lui, c'est eux qui vont lui donner l'emploi. C'est ce qu'ils ont fait avec Dalil Boukar pendant longtemps. Ah oui? Oui. Même Dalil, il percevrait de l'argent des Émiratis? Dalil prenait de l'argent chez les Algériens. Il avait plus de 2 millions d'euros de budget annuel. Ouais. Alors, il payait des imams à 400-500 euros. L'état des lieux, c'est incroyable, c'est indigne. L'état des lieux de la mosquée de Paris, la saleté, les toilettes, et à la pif. C'est une honte. Il était dans son bureau où il avait même des toilettes derrière le bureau réservées pour lui. Et donc, si tu veux, à la honte, c'est les musulmans qui parlent. Si tu veux, quand tu as un peuple, une communauté qui est bien organisée, mais ça va de la chaîne. La communauté, elle n'est pas organisée, écoute, elle est là, elle est autour de la mendicité, c'est là-bas. C'est dommage d'entendre ces paroles, parce que... c'est la vérité, moi je l'ai dit haut et fort, très longtemps, et les gens ne m'écoutent pas. Ce bonhomme-là qui vient de prendre, au nom de quoi il est recteur? Qui t'a installé recteur? Yallah. S'il y avait les 6 000 qui tous les vendredis vont prier, ils sortent et ils se font une grande manifestation, qui est-ce qui va leur interdire? Personne. Monsieur Abdelrahman, je vous dis à très bientôt. À très bientôt.